Et si l'avenir de la planète reposait sur une petite île méconnue du golfe Persique? Oui, vous avez bien entendu, l'île de Khark. Ces derniers jours, ce nom, jadis réservé aux discussions de quelques experts, est sur toutes les lèvres des militaires, diplomates et analystes financiers du monde entier. Pourquoi? Parce que sur cette minuscule parcelle de terre se joue peut-être l'équilibre énergétique de l'Iran. Et bien au-delà. Et si, à travers cet îlot, c'était la stabilité de tout l'ordre mondial qui se trouvait suspendu à un fil? Imaginez un instant. Près de 90% du pétrole iranien transite par Khark. Pipelines, réservoirs, terminaux, tout y est concentré dans un espace minuscule, au point que la moindre attaque, le plus petit incident technique, peut paralyser ou ralentir l'économie d'un pays tout entier. Contrôler cette île, c'est tenir à la gorge l'économie d'un pays entier, mais aussi influer sur les marchés mondiaux de l'énergie, sur le destin de millions de personnes. Aujourd'hui, les États-Unis ne se contentent plus de frappes aériennes ciblées ou de menaces voilées. On discute ouvertement de prendre le contrôle physique de Khark, d'y envoyer des troupes, d'y installer une présence militaire durable. Les forces de marine américaines sont déjà sur place, prêtes à toute éventualité, et la tension est si palpable que la moindre fausse alerte fait bondir les indices boursiers. Mais ce n'est pas qu'un simple calcul stratégique. Chaque hausse de tension, chaque incident, fait trembler les marchés mondiaux, fait monter le coût de l'énergie et met la planète entière en alerte. Qui aurait cru qu'un confetti de terre pouvait devenir le centre de gravité d'une crise globale? Mais ce n'est pas tout. Pendant que le monde a les yeux rivés sur le golfe Persique, la guerre en Ukraine s'intensifie. Des frappes massives de la Russie sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, la pression politique croissante de la Hongrie et, dans les Balkans, la Serbie qui s'arme avec des missiles chinois de dernière génération. 3 crises, 3 régions, 3 logiques? Non, une seule immense toile d'araignée géopolitique, où chaque fil tremble au moindre mouvement. N'est-il pas vertigineux de penser qu'un missile tombé près de Kiev ou une frégate en patrouille devant Khark peut influencer le prix de l'essence à Paris ou à Tokyo? Car voilà le vrai risque. Nous ne sommes plus face à des crises isolées. Les décisions prises à Khark peuvent faire grimper le prix du gaz à Paris ou provoquer une réaction militaire à Belgrade. L'irruption d'une crise dans le Golfe fait écho jusqu'aux frontières de l'Ukraine. Nos sociétés, nos économies, même notre sécurité personnelle, sont suspendues à ces choix faits à des milliers de kilomètres. Jamais le mot « interdépendance » n'a pris autant de sens ou de menace. Nous entrons dans une ère où chaque conflit s'imbrique, où la moindre étincelle peut déclencher un feu incontrôlable. Si un point de rupture est atteint, ce sont nos factures d'électricité, notre stabilité sociale et la place de nos dirigeants sur la scène mondiale qui seront bouleversées. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi ces crises, en apparence si différentes, forment-elles le même puzzle dangereux? Pour comprendre cette toile de fond inquiétante, il faut d'abord plonger dans le contexte et la logique de ces événements, explorer les racines invisibles qui relient ces foyers de tension. Pourquoi, du Pentagone aux salles de marché en passant par le centre de commandement de Téhéran, tous les regards convergent-ils soudain vers un minuscule point sur la carte du golfe Persique? L'île de Khark. Son nom circule dans tous les briefings, chaque mouvement y est scruté. Mais pourquoi fait-elle tant trembler le monde? Pourquoi ce bout de terre, à peine visible sur une carte, est-il devenu le symbole d'un nouveau rapport de force mondiale? Khark, c'est bien plus qu'un simple îlot perdu. C'est le cœur battant de l'économie iranienne. Imaginez, près de 90% du pétrole exporté par l'Iran, ce géant énergétique, transite par cette île. Sur quelques kilomètres carrés, on trouve un complexe logistique d'une importance vitale. D'immenses réservoirs, des terminaux pétroliers dernier cri, des dizaines de kilomètres de pipelines, une armée de tankers qui chargent en permanence. Sans Khark, la manne pétrolière de l'Iran s'effondre, et avec elle, une grande partie de ses recettes d'État. C'est comme si, du jour au lendemain, on fermait le robinet principal de tout un pays. C'est cette réalité qui donne à Khark une valeur stratégique quasi inestimable. Pour les stratèges américains, contrôler ou neutraliser cette plateforme, ce serait obtenir un levier massif sur l'économie iranienne, bien plus puissant que tous les paquets de sanctions réunis.
Il ne s'agit plus simplement de pression diplomatique ou d'entrave commerciale. C'est la capacité même de l'Iran à financer son appareil d'État, son armée, sa politique régionale, qui serait directement visée. Certains à Washington fantasment sur ce scénario depuis des années. Mais à quel prix? Qui peut prédire les conséquences d'une telle action? Car toute tentative de prendre ou de neutraliser Kark, que ce soit par une opération militaire directe, une cyberattaque ou des sabotages ciblés, déclencherait immanquablement une riposte iranienne d'ampleur. Téhéran n'a jamais caché qu'il considère Kark comme une ligne rouge. Le dispositif de défense autour de l'île est constamment renforcé. Batteries de missiles solaires, systèmes anti-drones, petites unités navales prêtes à harceler tout intrus, sans parler des menaces de frappes balistiques sur les bases américaines du Golfe en cas d'attaque. Des exercices militaires y sont régulièrement menés, et le simple fait de voir un drone inconnu s'approcher suffit à mettre toute la chaîne de commandement en état d'alerte maximale. La vraie question, c'est que la moindre escalade autour de Kark aurait des conséquences planétaires. Car la déstabilisation de ce point névralgique, ne serait-ce que temporaire, suffit à semer la panique sur les marchés pétroliers. La Chine, principal acheteur du pétrole iranien, surveille la situation de près, consciente qu'un arrêt des exportations de Kark toucherait de plein fouet son économie et ouvrirait la voie à une nouvelle ère de rivalité économique et diplomatique. Pékin a même prévenu, à demi-mot, qu'il ne resterait pas inactif en cas de blocus prolongé. L'Inde, autre grand consommateur, anticipe déjà la nécessité de diversifier ses achats. Et l'Europe? Elle sait pertinemment qu'un choc sur Kark, c'est une onde de choc sur les prix du brut, la croissance, l'emploi. Mais la vulnérabilité ne s'arrête pas là. Regardez la carte. Pour sortir de Kark, le pétrole doit traverser le détroit d'Ormuz, ce goulot étroit par où passe environ 1/5 du pétrole mondial. Il n'y a même pas besoin d'un blocus officiel pour paralyser le commerce. Quelques attaques de drones ou de petites embarcations, une poignée d'incidents, et tout le transport maritime devient soudain un pari risqué. Les compagnies d'assurance augmentent leurs tarifs, certaines refusent carrément d'assurer les navires dans la zone. Le flux ralentit, les prix s'envolent, et c'est l'économie mondiale qui vacille. Qui, parmi nous, n'a pas déjà ressenti l'impact de ces fluctuations à la pompe ou sur sa facture d'énergie? Ce n'est pas un scénario de film catastrophe. On l'a déjà vu ces dernières années, des attaques sporadiques sur des tankers, des tensions dans le détroit, des discours musclés à Washington et Téhéran. À chaque fois, les marchés réagissent au quart de tour. Les chancelleries européennes, elles, oscillent entre fermeté de façade et pragmatisme inquiet. Car derrière les grands principes diplomatiques, la réalité, c'est que toute perturbation durable dans le Golfe pèse immédiatement sur les prix de l'énergie, sur la croissance et sur la stabilité sociale de nos sociétés. On se souvient de la crise pétrolière de 1973. Une simple décision de l'OPEP avait suffi à plonger l'Occident dans la récession. Aujourd'hui, le moindre incident à Kark pourrait avoir des conséquences comparables, voire pires. Pour vous, pour nous, cela veut dire des factures d'électricité qui flambent, un coût de la vie qui grimpe, des incertitudes sur l'avenir de l'emploi, et même, parfois, un climat politique qui devient plus tendu à chaque nouveau pic de crise. Un seul dérapage sur Kark, et c'est la peur d'un embrasement régional, d'une guerre qui ne resterait pas confinée au Golfe, mais qui toucherait l'Europe, la Chine, l'économie mondiale. Qui peut garantir que la prochaine crise ne sera pas la goutte d'eau qui fera déborder le vase? Voilà pourquoi Kark, cette île que beaucoup n'avaient jamais remarquée sur la carte, est aujourd'hui le point de bascule de la géopolitique mondiale. Mais ce n'est là qu'un maillon d'une chaîne de tensions qui s'étend bien au-delà du Golfe. Car, à l'est comme à l'ouest, d'autres pièces bougent simultanément sur l'échiquier mondial, et chaque pièce déplacée peut renverser tout l'équilibre. Et si la guerre en Ukraine n'était plus seulement une affaire européenne? Regardez bien, parce qu'aujourd'hui, chaque nouvelle frappe sur Kiev, chaque missile russe qui vise les infrastructures énergétiques, résonne bien au-delà des frontières ukrainiennes. Dans la nuit du 13 au 14 mars, par exemple, l'Ukraine a subi l'une des attaques aériennes les plus massives depuis des mois. 68 missiles, près de 430 drones lancés dans un assaut coordonné. Résultat? Plus de 30 sites touchés, des habitations, des écoles,
des usines, mais surtout des installations énergétiques vitales qui relient la région de Kiev à la centrale de Rivne. Plusieurs quartiers se sont retrouvés sans électricité, transports interrompus, écoles fermées, familles plongées dans la pénombre. On imagine difficilement, depuis Paris ou Bruxelles, ce que représente une nuit entière sans électricité, sans chauffage, alors que l'hiver ne lâche pas prise. Et pendant que la défense anti-aérienne ukrainienne abat héroïquement la plupart des engins, l'efficacité russe a surchargé et détourné les défenses inquiètes. Chaque missile qui passe coûte cher, en vie, en morale, mais aussi en capacité à tenir sur la durée. La stratégie russe, patiente et méthodique, vise à épuiser la résilience ukrainienne, à forcer la main aux alliés occidentaux. Et, au passage, à envoyer un message clair à l'Europe. Personne n'est à l'abri. Mais le plus frappant, c'est la façon dont ce front militaire déborde, tisse ses liens avec d'autres régions et d'autres enjeux. L'Europe observe, inquiète, mais tiraillée. D'un côté, la solidarité affichée, de l'autre, la crainte très concrète face à la sécurité énergétique, à l'inflation et à la stabilité de leur propre société. Officiellement, on parle de principe, de devoir moral, mais dans les coulisses, les débats changent de ton dès qu'il s'agit de risques de coupure de gaz, de flambée des prix ou de mouvements de population. Plus une seule crise ne demeure locale. Chaque décision, chaque riposte en Ukraine a des effets de ricochet immédiats sur les marchés pétroliers, sur les nerfs des gouvernements européens, sur l'ambiance des sociétés déjà sous tension. Et justement, un nouvel enjeu est apparu. L'Ukraine, sous pression, doit désormais jongler entre défendre son propre territoire et honorer ses alliances stratégiques. Quand le président Zelensky annonce l'envoi de spécialistes militaires ukrainiens dans le Golfe Persique, des experts en lutte anti-drone, une compétence acquise à un prix terrible depuis 2 ans, c'est pour renforcer des partenariats, ouvrir de nouveaux canaux d'aide et de ressources. Mais cela soulève aussi un dilemme poignant. Chaque expert envoyé à l'étranger, c'est un atout en moins pour défendre Kiev, Kharkiv ou Odessa. C'est un choix entre la survie immédiate et la construction d'alliances vitales pour l'avenir du pays. Et ce n'est pas sans danger. La tension monte lorsque Téhéran menace ouvertement de représailles contre l'Ukraine en raison de son soutien affiché à Israël. L'ombre d'un nouveau front, cette fois au Moyen-Orient, plane sur une Ukraine déjà épuisée par la guerre. Ce phénomène d'imbrication ne s'arrête pas là. Il gagne l'OTAN, mobilise la Pologne, fait monter la tension sur tous les fronts. Les frontières deviennent poreuses, la stabilité régionale un mirage. Et pendant ce temps, les sociétés européennes s'usent. L'insécurité extérieure s'invite à l'intérieur. Incidents, manifestations, tensions communautaires, violences parfois. Tout cela pèse sur le climat social, accentue la peur de lendemains incertains et érode la confiance dans les institutions. Ce n'est plus un conflit lointain. Il infiltre le quotidien, perturbe l'économie, fragilise la cohésion. Qui n'a pas ressenti ces derniers mois cette anxiété diffuse, cette impression que tout peut basculer? Pour l'Europe, l'enjeu est majeur. La stabilité interne est sur la sellette. Entre dépendance aux énergies importées, pression migratoire accrue par la déstabilisation des régions voisines et montée des tensions identitaires, le risque de basculement n'a jamais été aussi grand. Un effet domino où la moindre étincelle peut embraser des sociétés déjà sous pression. Les dirigeants européens, souvent critiqués pour leur attentisme ou leur division, cherchent à renforcer leur stock d'énergie, à diversifier leurs fournisseurs, mais la réalité s'impose. Dans un monde globalisé, il n'existe pas de sanctuaire. Mais le virus de la crise s'étend aussi à d'autres régions moins médiatisées. Le bruit des bottes résonne ailleurs, là où l'attention mondiale se relâche. Et si les Balkans redevenaient l'étincelle d'un affrontement international? Pendant que les regards du monde sont tournés vers l'Ukraine ou le Golfe Persique, un autre foyer de tension se prépare au cœur de l'Europe. Les annonces récentes sur l'acquisition par la Serbie de missiles chinois dernier cri et la modernisation accélérée de ses forces armées inquiètent autant qu'elles intriguent. À Belgrade, le discours officiel insiste sur la neutralité. La Serbie ne veut pas choisir entre l'Est et l'Ouest, mais les faits racontent une histoire bien différente. Les contrats d'armement se multiplient, non seulement avec Pékin,
mais aussi avec Moscou, tandis qu'à l'ouest, on observe la situation avec une nervosité croissante. Pourquoi cela inquiète-t-il autant les voisins? Parce que les Balkans portent en eux la mémoire douloureuse de plusieurs guerres et de rivalités explosives. Le Kosovo, la Croatie, l'Albanie. Ici, chaque geste militaire, chaque achat de missiles sonne comme un rappel du passé. Et dans ce climat tendu, la course aux armements devient presque une logique implacable. La Serbie justifie ses achats par la menace potentielle de ses voisins, qui, à leur tour, réclament davantage de garanties de sécurité de la part de l'OTAN et se pressent d'actualiser leurs propres arsenaux. Prenons un instant pour mesurer la nouveauté de la situation. Jusqu'ici, la Chine était un acteur distant dans les affaires européennes. Mais en vendant du matériel ultra sophistiqué à la Serbie, Pékin ne se contente pas de faire du commerce d'armes. Elle s'installe, subtilement, comme une puissance incontournable sur l'échiquier balkanique, là où Américains, Russes et Européens s'affrontent déjà. Cette présence chinoise vient bouleverser les équilibres. La région devient un terrain où l'OTAN doit non seulement répondre aux provocations russes, mais aussi surveiller l'influence montante de la Chine. Le risque, désormais, c'est l'effet domino. Chaque nouvelle acquisition d'armes, chaque manœuvre militaire, pousse les autres à s'armer davantage, à durcir le ton, à revoir leurs alliances. Un engrenage ou une étincelle, même minime, pourrait suffire à déclencher une crise régionale, avec des conséquences internationales. Ce scénario n'a plus rien d'hypothétique. Ces dernières semaines, on a vu l'OTAN renforcer discrètement sa présence dans la région, multiplier les exercices conjoints, alors que les discours officiels se veulent rassurants, mais que les stocks de missiles, eux, continuent de croître. Pour la Chine, c'est une opportunité en or. Non seulement elle écoule ses technologies militaires, mais elle s'impose comme un médiateur potentiel entre les camps rivaux, profitant du flou des frontières entre les théâtres de crise. En s'ancrant dans les Balkans, elle envoie aussi un signal fort à l'Europe. Le temps où la Chine restait spectatrice des conflits continentaux est révolu. Dans cette configuration inédite, les frontières entre les crises s'effacent. Ce qui semblait, hier encore, n'être qu'une question régionale, comme les tensions en Ukraine ou au Kosovo, s'inscrit désormais dans une chaîne d'événements globaux. La vulnérabilité d'une centrale électrique autour de Kiev, la flambée des prix de l'énergie provoquée par l'attaque sur l'île de Khark, la nervosité de la Pologne qui fait décoller ses chasseurs à chaque raid de missiles, et désormais, la militarisation des Balkans. Tout est désormais lié. On assiste à une internationalisation des crises, à une fusion des enjeux qui rend toute prévision hasardeuse. La grande peur des diplomates, c'est que cette imbrication ne rende impossible toute désescalade. Un incident aux Balkans pourrait forcer l'OTAN à réagir, avec le risque d'impliquer la Chine et transformer l'Europe en terrain d'affrontement par procuration. Autrement dit, une nouvelle guerre froide, mais avec des acteurs et des règles du jeu profondément modifiées. Pour les citoyens européens, les enjeux sont concrets. Le chaos dans les Balkans signifierait, très vite, une insécurité renforcée, des flux de réfugiés, des hausses de prix de l'énergie et une instabilité politique dont personne ne peut sérieusement prédire l'issue. Face à cette réalité, il ne suffit plus de regarder chaque crise séparément. Il s'agit de comprendre comment chaque décision, chaque réaction en chaîne, façonne une nouvelle carte du pouvoir mondial, où les marges d'erreur sont de plus en plus réduites. Mais alors, au-delà de la description de ces crises, quelles leçons tirer et quels choix s'offrent réellement aux décideurs et à chacun d'entre nous? Comment éviter que ces crises imbriquées ne deviennent incontrôlables? C'est sans doute la question centrale, à la fois pour les décideurs, mais aussi pour chacun de nous, car les conséquences de ces enchevêtrements géopolitiques finissent toujours, d'une façon ou d'une autre, par retomber sur la société au sens large. Que peut-on apprendre concrètement de la situation actuelle? D'abord, il faut déconstruire le mythe d'une victoire rapide ou d'un effondrement immédiat. Que ce soit en Iran, en Ukraine ou même dans les Balkans, tous les acteurs qui ont parié sur une chute express de leur adversaire ou sur un gain décisif à court terme se sont heurtés à la réalité de la résilience locale. Regardons l'exemple ukrainien. Malgré la pression militaire et les pronostics pessimistes des débuts, Kiev n'a pas cédé. La société et les institutions,
Même sous une pression extérieure inédite et dans un climat où l'équilibre politique reste fragile, comme l'a souligné Viktor Orban en accusant Zelensky d'avoir subordonné l'Ukraine aux intérêts de ses alliés étrangers, ont su résister. Mais cette résilience s'observe aussi côté iranien, où, malgré les sanctions, la pression internationale et des tensions internes, l'État n'a pas vacillé comme certains l'espéraient. En Serbie, également, la société a montré une étonnante capacité à encaisser les crises, à absorber les chocs, à maintenir une unité nationale malgré les tensions extérieures. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la capacité d'un pays à encaisser les chocs, économiques, politiques ou militaires, ne dépend pas seulement de ses armées ou de ses alliances, mais aussi d'un tissu institutionnel solide, d'une société capable d'absorber les crises et de la présence d'un minimum de consensus national, même face à la division. Ce sont souvent les sociétés les plus cohésives, celles qui misent sur l'éducation, la santé, la solidarité, qui résistent le mieux aux tempêtes. Mais jusqu'à quand? Ensuite, la gestion de ces risques implique une toute autre approche que celle de la fuite en avant. Pour les puissances impliquées, l'histoire montre l'importance d'imaginer une véritable stratégie de sortie, crédible et réaliste, plutôt que de s'enferrer dans une logique de confrontation infinie. L'exemple des Balkans est particulièrement parlant. La Serbie a investi massivement dans la modernisation de son armée, notamment avec l'achat récent de systèmes de missiles chinois avancés, comme les CM4AKG, tout en maintenant une posture officielle de neutralité militaire. Belgrade justifie ces acquisitions comme un gage de sécurité face à ce qu'elle perçoit comme un encerclement par ses voisins, Croatie, Kosovo, Albanie, tous liés à l'OTAN à différents degrés. Mais ce renforcement, perçu comme défensif par les uns, alimente en miroir les inquiétudes des autres. Chacun se justifie, chacun s'arme, et la course continue. Derrière ces mouvements, il y a une leçon essentielle pour les décideurs. Toute action, surtout militaire, a un effet boomerang. Les achats d'armement par Belgrade ont provoqué l'annonce immédiate de consultations entre les membres de l'OTAN. La pression politique s'exerce non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Chaque dirigeant qui prend des décisions risquées s'expose à une contestation accrue, à la polarisation, voire à la perte de crédibilité internationale. Et comme l'ont souligné plusieurs analystes serbes, cette rhétorique de la menace extérieure, utilisée pour renforcer la cohésion nationale ou justifier des dépenses militaires, nourrit une spirale d'inquiétude et d'armement dans toute la région. Un cercle vicieux bien connu des historiens, qui, à chaque tour, se resserre un peu plus autour des sociétés civiles. Pour tenter de casser cette dynamique, la diplomatie de crise devient vitale. Garder ouverts des canaux de communication, même au plus fort des tensions, permet d'éviter que chaque incident ne débouche sur une escalade incontrôlable. Parfois, quelques mots échangés suffisent à gagner un temps précieux et à éviter le pire. Les réactions mesurées, comme celle de la Croatie à propos des nouveaux missiles serbes, démontrent que l'on peut choisir, collectivement, de ne pas céder à la surenchère. De même, la modération de certains responsables européens face à l'Iran ou à la Russie a parfois permis d'éviter le pire. Mais il ne faut pas se leurrer. Les sociétés aussi doivent se préparer aux ondes de choc. La flambée des prix de l'énergie, l'instabilité financière, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Ce sont des réalités qui ne s'arrêtent pas aux frontières. Pour le citoyen lambda, comprendre ces dynamiques, c'est aussi anticiper et adapter ses choix économiques, ses investissements, ses habitudes de consommation. C'est repenser la place de l'énergie dans son budget, être attentif aux signaux faibles, refuser la résignation. Au fond, ce qui ressort de tout cela, c'est la nécessité d'une véritable compréhension systémique de ces crises. Il ne s'agit plus de voir chaque conflit comme une histoire isolée, mais de saisir comment toutes ces pièces s'imbriquent dans un grand puzzle mondial. Ignorer cette dimension, c'est risquer d'être pris au dépourvu lors de la prochaine crise, incapable de réagir à temps, que l'on soit dirigeant, investisseur ou simple citoyen. Alors, comment agir avec lucidité face à cet enchevêtrement de tensions? Faut-il se réfugier dans la peur ou au contraire, cultiver la vigilance, l'esprit critique, l'entraide? Les choix sont là, devant nous, collectivement et individuellement. À vous de voir. Subirez-vous
ou comprendrez-vous l'invisible logique qui relie chaque crise à votre quotidien? Parce qu'au fond, ce qui se joue à des milliers de kilomètres, ce qui paraît n'être qu'un balai de missiles dans le golfe Persique, une flambée de tension dans les Balkans, ou encore un énième revers sur le front ukrainien, ce ne sont pas seulement des lignes de front lointaines. C'est une toile, une mécanique d'engrenage qui finit par toucher nos vies, nos factures, nos bulletins de vote, notre sécurité, et même l'image que nos pays renvoient au reste du monde. Prenons un instant pour regarder ensemble ce qui se passe vraiment. Vous l'avez vu, la livraison de systèmes de missiles chinois à la Serbie, officiellement pour sa protection, inquiète Zagreb, qui consulte ses alliés de l'OTAN. La Serbie affirme vouloir rester neutre, mais cette neutralité-là n'est clairement plus synonyme d'isolement ou de désarmement. C'est une neutralité armée, une neutralité qui, dans la réalité des Balkans, nourrit une forme de course aux armements bien connue des historiens. Chaque déclaration, chaque achat, chaque alliance active un mécanisme de méfiance chez le voisin qui va réagir à son tour. Et ce cercle vicieux, on le retrouve ailleurs, dans le Golfe, avec la guerre des oléoducs et la lutte pour le contrôle d'îlots stratégiques comme Khark ou en Ukraine, où chaque nouvelle offensive ou déclaration diplomatique fait bouger les lignes dans toute l'Europe. Ce qui est frappant, c'est qu'aucune de ces crises ne reste cantonnée à sa région. Qu'on parle du statut du Kosovo, de la sécurité énergétique de l'Union européenne ou des livraisons d'armes à Kiev, tout est lié. Les rivalités locales se transforment en enjeux mondiaux, et les grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, l'ont bien compris. La Chine, par exemple, ne se contente plus de vendre des armes. Elle s'installe dans des sphères traditionnellement réservées à l'Occident, sur la scène européenne comme au Moyen-Orient, dessinant ainsi une nouvelle carte du pouvoir mondial. Même un détail en apparence anodin, comme l'apparition de missiles chinois dans les forces aériennes serbes, envoie un signal à Washington, Bruxelles, Moscou, et finit par modifier les équilibres de sécurité dans tout le continent. C'est pourquoi la passivité, aujourd'hui, c'est renoncer à comprendre le monde qui nous entoure, à anticiper ce qui nous attend. C'est laisser les leviers d'adaptation, économiques, sociaux, politiques, dans les mains d'autres, souvent loin de chez nous. Or, chaque crise, chaque choix fait ailleurs, se répercute jusque dans notre quotidien, sur les prix à la pompe, la fragilité de nos réseaux électriques, la sécurité de nos frontières ou la capacité de nos institutions à réagir au choc. Comprendre ces liens, c'est déjà se préparer, c'est refuser d'être spectateur. Alors, quelle posture adopter? Il ne s'agit pas de céder à la peur ni de tout politiser, mais de cultiver une vigilance citoyenne, d'exiger une information fiable, de questionner les discours simplistes, de refuser l'indifférence confortable. Car ce que nous montre l'actualité, c'est que l'effet domino n'est pas une métaphore. Il est la règle du jeu dans la nouvelle ère géopolitique. La moindre étincelle aux confins de l'Europe ou du Moyen-Orient peut provoquer, en cascade, des bouleversements qui nous touchent directement. C'est à nous tous de choisir, rester simples spectateurs de cette grande partie d'échecs, ou apprendre à lire le plateau et, pourquoi pas, à en influencer les règles. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des coulisses du monde. Si vous voulez continuer à décrypter avec nous ces dynamiques, abonnez-vous et partagez vos analyses en commentaire. Parce qu'ensemble, notre lucidité est notre meilleure arme. À très vite. Prêt.